Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, donc une vidéo face caméra, où je vais vous proposer une nouvelle interview d'une personne que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis maintenant plus d'un an, qui a vécu des choses très originales et je suis sûr pourra nous partager plein de petites pépites. Alors je vous invite à prendre de quoi noter, à prendre un quart d'heure, 20 minutes pour vous, pour écouter cette vidéo, où je vais vous présenter Anne-Estelle. Alors Anne-Estelle, elle a un parcours assez original, c'est une maman. Et je vais l'inviter tout simplement à se présenter. Merci à toi Anne-Estelle d'être sur cette vidéo et bienvenue. Merci Albin pour ton invitation. Je suis ravie de pouvoir partager un petit peu de ma vie et de tout ce que je fais avec toi et puis avec tous tes auditeurs. Alors oui, je vais me présenter. Donc je suis Anne-Estelle, j'ai bientôt 30 ans. Je suis maman de Janae qui a fêté ses 6 ans là en janvier. Et je suis maman à la maison depuis qu'elle a 1 an. Je pratique l'instruction à la maison. Donc Janae n'a jamais été scolarisée. Et puis, depuis 6 mois, nous vivons en caravane, donc pour l'instant en France, avec l'objectif de pouvoir sillonner un peu les routes en France et après élargir un peu à l'Europe. Pourquoi pas vers de plus larges horizons, c'est le rêve de Janae, mais après on va voir progressivement, un pas après l'autre. Mais voilà, et donc je suis également l'auteur du blog plaisirdapprendre.com sur lequel je partage à la fois des outils pour toutes les personnes qui ont des enfants en situation d'apprentissage, que ce soit les enseignants ou les parents ou les grands-parents, enfin voilà. Et puis j'ai aussi une branche assez spécifique pour accompagner les parents qui font le choix de l'instruction à la maison comme nous, donc pour les aider à mettre en place tout ça. Super, super. Donc voilà. C'est un parcours qui m'intéresse beaucoup et j'admire ce choix que tu as fait, justement on va dire de créer en fait un lifestyle, un style de vie qui te correspond toi, malgré ta fille, malgré peut-être les critiques que tu as eues, les remarques négatives, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas facile de changer de style de vie, de faire quelque chose qui peut être perçu un petit peu négativement ou perçu comme un petit peu bizarre, de vivre dans une caravane ou de vivre, voilà, faire l'instruction à la maison. Je suppose que tu as dû avoir plusieurs obstacles, mais on va en reparler un petit peu après. Ma question, c'est que voilà, je te suis sur ta chaîne YouTube et sur ton site Plaisir d'apprendre. Donc on voit que pour toi, l'apprentissage, la curiosité, c'est quelque chose qui est très important et que tu essayes de partager, je suppose, aussi avec ta fille. Et pourtant, tu as fait ce choix de ne pas la mettre à l'école. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix et quels ont été les résultats de cette décision? Oui, en fait, c'est parti d'un simple constat. Donc, avant qu'elle ait 1 an, je travaillais à l'extérieur. Donc, on avait une nounou, c'était le schéma classique. Hein, et quand elle a eu 1 an, j'ai fait le choix d'arrêter mon travail à l'extérieur parce que ça correspondait plus du tout à mes objectifs. En tout cas, à comment je le vivais mal, alors que je pensais que c'était le style de vie que je voulais. Et en fait, je réalisais que je passais à côté de ma fille. Donc, en revenant à la maison, en m'occupant d'elle, j'ai passé énormément de temps à reconstruire une relation avec elle, à la consolider et à la voir évoluer naturellement. Et en fait, c'était comment dire, j'étais émerveillée de voir la facilité qu'elle avait, alors qu'elle avait 1 an et demi, puis après 2 ans, à s'intéresser à des choses qui auraient pu demander beaucoup de concentration ou qui auraient pu être considérées comme difficiles et qu'on n'aurait peut-être pas proposé à un enfant à cet âge-là, mais elle s'y intéressait naturellement. Et en fait, je me posais pas de questions, c'est-à-dire que il y avait des choses, on jouait, puis avec le jeu, on continuait, etc. Et très rapidement, alors il faut savoir que Janae, à 2 ans, parlait très bien. Et donc du coup, à 2 ans, elle connaissait son alphabet par cœur, elle savait compter jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 20, elle faisait des choses, elle savait des chansons par cœur, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi, enfin on s'est dit avec mon mari, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'elle devrait aller à l'école? La question s'est posée à ce moment-là de se dire, elle fait tellement les choses naturellement et facilement, pourquoi essayer de forcer les choses et se dire à partir de l'école elle va apprendre ci, elle va apprendre ça, alors qu'elle est déjà dans ce système, enfin la truc s'est mis en route toute seule, quoi, la machine s'est mise en route toute seule, normal, puisque les enfants aiment apprendre naturellement, ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont pleins de curiosité, et je me suis dit, voilà, moi je suis à la maison, on peut continuer comme ça encore, et puis on va voir. Et donc, au fur et à mesure des recherches, etc., donc voilà, la principale
chose qui a fait qu'on s'est posé cette question, c'était de la voir être aussi heureuse et épanouie, de faire ses choses à sa guise, comme elle le voulait, à son rythme, etc. Puis après, on s'est rendu compte, elle avait un gros problème jusqu'à ses 5 ans, non 4 ans et demi. Elle dormait énormément. D'accord. Et donc physiologiquement, on s'est rendu compte que de toute façon, son rythme n'était pas compatible avec le rythme scolaire. C'est-à-dire que même si je travaillais pas, le fait de devoir l'emmener le matin pour être à 8h ou 8h30 pour démarrer l'école, ça aurait été trop difficile pour elle. Elle a eu besoin de faire des siestes, elle dormait plus de 2 heures l'après-midi, parfois 3 heures l'après-midi, jusqu'à ses 5 ans et demi. Et c'était pas compatible. Donc on s'est dit, voilà, en plus physiologiquement c'est pas compatible, donc pourquoi la mettre à l'école? Et puis après, il y a encore eu d'autres réflexions qui sont venues, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'à un certain âge, elle sache ceci ou cela, et lui mettre une pression d'un côté pour qu'elle atteigne certains objectifs, et de l'autre côté, la cloisonner, parce que peut-être qu'elle aurait envie d'explorer d'autres choses qui ne sont, entre guillemets, pas de son âge, en tout cas qu'on ne voit pas à son âge dans une classe classique, et qui, elle, pourrait l'intéresser. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, l'instruction à la maison, ça permet tout ça, ça permet de respecter son rythme, ça permet de lui permettre de cultiver et d'entretenir ce plaisir d'apprendre, cet enthousiasme, cette curiosité, d'aller à son rythme, d'évoluer aussi en fonction de ses envies, de ses goûts. Et en fait, tout ça fait que ça se passe super bien, quoi. Et au jour le jour, on s'adapte parce que on n'a pas 30 élèves à gérer et que du coup, elle est considérée pleinement pour qui elle est, quoi. Et, tout à fait. Enfin, c'est un cadeau qu'on voulait pouvoir lui offrir. Et je pense que c'est un formidable cadeau. Après, c'est vrai qu'au niveau de la logistique, malheureusement, certains parents aimeraient faire ce choix-là, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des obligations. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Après, c'est intéressant parce que tu pointes du doigt les deux limites, on va dire, du système scolaire, à savoir le respect biologique, du cycle biologique de l'enfant. On est tous différents, c'est-à-dire qu'on a tous des besoins de sommeil différents. Moi, par exemple, je sais que je suis un gros dormeur, donc le fait d'aller en cours le matin, me lever très tôt, ça correspond tout simplement pas à mon cycle. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les enseignants ou les parents vont forcer l'enfant, vont lui dire « tu dois être fort, tu dois te réveiller plus tôt, tu dois t'adapter », comme si c'est à l'enfant. En règle générale, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui doit s'adapter au système au lieu que le système s'adapte à l'enfant. Et je pense qu'il faudrait plutôt faire des plannings, c'est-à-dire laisser l'enfant choisir les choses qui l'intéressent et regrouper les enfants en fonction de leurs intérêts. Je pense que ou après en fonction de leur niveau, parce qu'on peut être très en avance. Par exemple, je te prends l'exemple de ma fille, en lecture, elle a un niveau 10-12 ans, facile, alors qu'elle a 6 ans, mais en niveau écriture, elle a beaucoup de mal. Elle est bien à son niveau de grande section, parce qu'elle devrait être en grande section. Donc voilà, on peut être très très bon dans un domaine et puis avoir vraiment des difficultés dans un autre, et c'est pas grave, c'est la richesse de ce qu'on est. Et justement, en étant par niveau, on se dit pas je dois atteindre tel niveau parce qu'un autre du même âge que moi y arrive, mais juste pour le plaisir et l'ambition, enfin comment dire, le challenge, de se dire je veux être meilleur parce que ça va m'aider, et que si et que ça, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et tu parles beaucoup d'apprentissage, justement. Je voulais te demander, toi au quotidien, quelles sont les sources d'apprentissage, quels sont les outils que tu utilises avec ta fille pour lui enseigner des choses au quotidien? Est-ce que tu utilises des outils, par exemple des outils Montessori, l'environnement, la nature? Comment tu puises ton inspiration par rapport à l'apprentissage? Alors nous, on est parti sur une forme plutôt unschooling, parce que dans l'instruction à la maison, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a ceux qui font les cours par correspondance, il y a ceux qui font leur propre programme, on appelle ça l'IEF, l'instruction en famille. Donc ils vont utiliser du Montessori, ils vont prendre des manuels et puis ils vont faire le propre programme, mais en suivant quand même les niveaux par âge du socle commun. Et puis quand c'est unschooling, c'est plutôt apprentissage autonome. Donc là, on ne suit pas un programme fixe, il n'y a pas d'heures de travail chaque jour, c'est vraiment à la demande de l'enfant. Mais la contrepartie, c'est qu'on doit, comme tu dis, proposer un large panel de choses pour aiguiser son intérêt et puis voir ce qui l'intéresse pour approfondir ça et justement aller dans cet apprentissage-là. Donc ça se fait vraiment au niveau du quotidien.
Donc on essaye d'utiliser toutes les choses du quotidien pour aborder tout, la cuisine, on utilise beaucoup, elle a plein de, je crois que c'est mon beau-frère qui nous avait offert une boîte avec plein de petites pièces rouges de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, donc on utilise énormément ça pour tout ce qui est calcul, pour avoir des choses concrètes à manipuler. Après, Janae, comme elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais été formatée pour se dire tout ce qui est formel, ça me dégoûte ou ça me saoule. Donc elle aime ce qui est formel, elle aime une partie de ce qui est formel. On la force jamais, mais elle est attirée par ça parce que j'en ai jamais été dégoûtée, donc pourquoi pas. Donc j'ai un cahier, moi je me base sur le niveau CP, même si elle n'est pas censée être en niveau CP, mais je me base sur un cahier niveau CP où en fait c'est résumé tout. Tiens, attends, je l'ai juste à côté, je le montre à la caméra comme ça. Super. Voilà, je comprends tout le CP, j'ai trouvé ça à Carrefour, je sais pas, c'était quelque chose comme 7 ou 8 euros. Et en fait, il y a tout le programme résumé, les leçons et puis quelques exercices. Et du coup, ça permet d'approfondir certaines choses. Puis moi, j'ai quand même un petit fil rouge pour suivre par rapport au socle commun, même si je ne m'y réfère pas pour lui dire il faut que tu saches ça. Mais c'est juste pour avoir un fil rouge. Et après, on utilise énormément, et pour moi c'est le plus important, on utilise les jeux. Beaucoup de jeux de société, beaucoup de jeux de logique, beaucoup de jeux qu'on invente, beaucoup de jeux en extérieur. On utilise la nature, comme tu dis, toutes les balades sont des occasions de discuter, des occasions de manipuler, des occasions d'observer. Donc c'est elle spontanément qui va poser des questions, par exemple sur l'environnement, sur les insectes, sur les animaux? Oui, des fois on l'interpelle, on lui dit hey, t'as vu ça, comme dans une discussion avec un adulte quoi. Et elle, alors soit ça va la saouler, elle va dire ça m'intéresse pas, ou voilà, soit elle va dire ah ouais, et d'ailleurs pourquoi ci, pourquoi ça. Des fois on n'a pas les réponses, du coup quand on rentre à la maison, on regarde sur internet pour avoir les réponses. Après il y a aussi beaucoup d'activités manuelles, parce que le côté créatif est une facette des apprentissages qui est très très importante et qui permet vraiment de façonner autant la logique que plein de connexions neurologiques qui permettent de faciliter d'autres apprentissages. Donc on fait énormément de bricolage, d'activités manuelles, artistiques, que ce soit du dessin, de la peinture, je l'ai appris à tricoter, elle apprend à coudre, enfin des trucs qui peuvent autant lui servir pour le quotidien, pour fabriquer des choses, que pour lui apprendre à se concentrer, à affiner sa motricité fine, etc. Mais c'est des choses concrètes, c'est pas des trucs qui servent à rien. Et puis il y a aussi une part qu'on lui laisse, moi je lui donne aussi souvent du matériel pour qu'elle crée, qu'elle imagine ce qu'elle a envie. Donc elle va laisser libre cours à son imagination. Et puis il y a aussi beaucoup de livres. Alors autant elle sait lire, donc elle lit énormément par elle-même, mais c'est aussi important, même si l'enfant sait lire, de partager des moments lecture avec un adulte pour discuter autour d'une histoire qui est peut-être un peu trop complexe, pour qu'elle lise toute seule, pour avoir des discussions un peu plus philosophiques, si on peut dire ça comme ça, ou voilà. Donc c'est elle qui choisit ses livres? Il y a les deux. Les livres qu'elle lit toute seule, elle les choisit. Et puis les livres que je lis avec elle, je lui propose plusieurs choses. Et après, là tu vois par exemple, on a lu les 7 livres de La petite maison dans la prairie. D'accord. Donc ça aurait été trop complexe pour elle pour lire toute seule, parce qu'il y a quand même beaucoup de vocabulaire et beaucoup de choses qu'on voit plus aujourd'hui. Donc c'est difficile pour elle de se faire une image, de se le représenter mentalement, ce qu'on lit. Donc comme je suis là, je lui explique si elle n'a pas compris et tout ça. Donc voilà, on avait lu Narnia aussi avant. Donc Narnia, il y a 7 tomes aussi. Donc voilà, c'est des grosses histoires et voilà. D'accord. Ce qui est intéressant au niveau de l'apprentissage, au niveau de la pédagogie, ce que je remarque, c'est qu'il y a d'un côté quand même tu la guides en fait, tu fais un peu le rôle du facilitateur en lui proposant l'environnement, des outils, des livres, des activités, mais de l'autre côté, tu l'étouffes pas en l'obligeant et en l'obligeant à suivre un programme, c'est-à-dire que tu vas aussi lui proposer des moments où elle va être vraiment libre de choisir son livre par exemple, ou de créer quelque chose à partir de rien. Et je pense que ces différents éléments permettent de développer différentes parties du cerveau, et c'est des choses qui sont importantes à faire, je pense.
Donc Non, mais c'est tout à vraiment fait. super. Après, c'est vrai que nous, on a fait le choix de jamais l'obliger à faire quelque chose. Peut-être Mm. que ça évoluera, c'est le cas pour l'instant. Mm. J'ai dû lui, comment dire, lui trouver des bonnes raisons de vouloir écrire parce qu'elle ne voulait pas apprendre à écrire. Et je lui ai D'accord. expliqué, je lui ai dit, je peux pas t'obliger à écrire. Et je sais plus qui c'est qui dit, c'est un proverbe qui vient de je ne sais où qui dit, tu peux forcer l'âne à aller à l'abreuvoir, mais tu ne peux pas l'obliger à boire. Tout à fait. Et, et voilà, avec les enfants, c'est ça. S'ils sont pas prêts, s'ils n'ont pas une envie qui vient de l'intérieur, alors soit ils vont le faire parce qu'il y a une envie extérieure, comme l'envie de faire plaisir à papa, maman, comme, je sais pas moi, l'envie de pas être mal jugé par l'inspecteur quand il y aura l'inspecteur qui va venir, etc. Et ça va les motiver, ils vont le faire. Soit ils vont se contenter au fait que bah, ils en ont pas envie, donc que ça sert à rien. Ouais. Donc là, avec elle, j'ai dû essayer de trouver des raisons pour qu'elle veuille apprendre à écrire. Et je lui ai dit, je peux pas t'obliger à t'entraîner à écrire, mais par contre, c'est quelque chose, dans la vie, t'en auras besoin. Il y a plein de choses, on peut t'apprendre, t'en auras pas besoin dans la vie, mais ça, c'est important. Écrire, lire, compter, pour moi, c'est la base. Donc, je vais pas l'obliger à faire 30 minutes d'écriture chaque jour. Par contre, elle a son cahier d'exercices là, que j'ai montré tout à l'heure du programme, qu'elle adore. Elle aime faire ça, mais elle aime faire tous les exercices, sauf ceux où il faut écrire des phrases. Et je lui dis, tu peux pas choisir que ce qui t'arrange. C'est soit tu fais le cahier et on avance page par page parce que c'est la progression du truc et que voilà, soit tu le fais pas, mais tu peux pas juste choisir ce qui t'intéresse. La vie, c'est pas non plus que les bonnes choses et que ce qui nous fait plaisir. Donc tu choisis. Moi, je t'oblige pas, mais elle est aussi au courant que à partir de l'année prochaine, donc à partir de la rentrée scolaire, elle va être déclarée en instruction à la maison parce qu'elle a eu 6 ans cette année. Et qu'il y aura un inspecteur qui va venir et que lui, il va quand même juger de ce qu'elle fait. Donc je lui ai dit, nous on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais lui il va se le permettre. Et ça c'est obligatoire du coup que une ouais, personne à partir de 6 ans, l'année des 6 ans, il faut que pour la rentrée en CP en fait, déclarer auprès de la mairie et auprès de l'académie qu'on fait l'instruction à la maison. Et donc on a un contrôle tous les 2 ans de la mairie et on a un contrôle pédagogique de l'inspection académique qui vient tous les ans. Tous les ans, ok, d'accord. Et là, ils doivent évaluer la progression chaque année au regard du socle commun. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le niveau, ils n'ont pas le droit de demander d'avoir le même niveau qu'un élève qui serait scolarisé en classe en établissement public. Mais par contre, ils tolèrent certains écarts, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait une progression et que ça s'insère dans le socle commun, puisque à 16 ans, tous les enfants sont censés avoir une base commune. Bien sûr. Et puis je suppose qu'ils vérifient aussi que l'environnement est quand même positif pour l'enfant, qu'ils sachent, qu'ils connaissent les bases. En fait, ça c'est surtout le rôle de la mairie qui vérifie, ça s'appelle une enquête à caractère social, c'est pour vérifier que il n'y a pas de dérive sectaire, que l'enfant n'est pas embrigadé dans sa famille mais qu'il a des relations sociales, que voilà, que les parents sont sains, qu'ils n'ont pas atteint, je sais pas moi, de schizophrénie ou je ne sais quoi. Donc voilà, et puis l'inspection académique discute aussi avec les parents pour savoir un peu comment ils fonctionnent au quotidien, quelles sont les activités de l'enfant, ils regardent les supports qui sont utilisés et tout ça. Et puis ils posent aussi des questions à l'enfant, ils peuvent lui faire des exercices à l'oral ou à l'écrit pour un peu jauger de ses compétences et de ce qu'il fait. Donc il y a des abus du côté de l'éducation nationale, il y a des abus du côté des parents, enfin voilà, l'objectif c'est... Moi, j'ai dit à Janae, l'objectif c'est qu'on soit tranquille le plus longtemps possible. Donc nous, on te fera pas la chasse, on va pas te mettre la pression. Mais dans ce cas-là, toi aussi, tu prends ta responsabilité. Tu sais qu'il y aura un contrôle. Donc si tu veux qu'on soit tranquille et qu'il n'y ait pas un second contrôle, parce que s'ils jugent que c'est insuffisant, ils donnent rendez-vous 2 ou 3 mois après pour voir qu'il y a bien eu une évolution. D'accord. Donc là, elle est au courant et je lui ai dit, voilà, nous on fait notre part, on te saoule pas, parce qu'on sait que tu apprends très bien quand tu l'as décidé, ça se passe bien, c'est dans la joie et il n'y a pas de souci. Je fais, mais de ton côté, il faut que tu acceptes aussi la responsabilité de te dire que tu vas être évalué et que on va te poser des questions et que si ça leur plaît pas, ils peuvent te redemander d'autres choses plus tard. Donc si tu veux être tranquille, il faut que tu joues leur jeu. Donc elle en est bien consciente et du coup on va fonctionner comme ça jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'elle en ait marre et qu'elle décide peut-être un jour de nous dire maman j'aimerais bien essayer l'école. Bien C'est sûr. pas le cas pour l'instant, mais rien n'est figé, on s'adapte en fait, on s'adapte Mais tous les jours. elle a quand même l'occasion de voir d'autres enfants, parce que c'est souvent l'objection numéro une, c'est mais comment elle fait pour se faire des amis? Est-ce qu'elle s'ennuie pas un petit peu toute la journée? Comment vous gérez ça, vous? Ben en fait, moi je te retourne la question, est-ce que tous les enfants qui sont à l'école ont forcément des amis et sont forcément heureux, épanouis Hmm. et ont des bonnes relations? Pas Non, forcément. pas tous, C'est pas pas tous. l'école qui va créer ça, c'est l'environnement et le cadre sain. Donc pour moi, un cadre sain, c'est effectivement proposer à la fois des relations avec des enfants du même âge, mais aussi avec des enfants d'autres âges, pour Bien qu'elles sûr. soient ouvertes à tous et qu'elles ne soient pas enfermées dans quelque chose comment dire, de trop restreint, quoi. Et donc elle a une meilleure amie qui est pour l'instant notre voisine depuis plusieurs années. Ok. Là, on est en caravane et ces amis-là vont partir bientôt en camping-car, donc on va se retrouver régulièrement aussi sur les routes. Donc Mhm, mhm, voilà. mhm. Après, elle a été inscrite toutes les années, enfin, elle a été inscrite en équitation, elle a été inscrite à la danse les 2 dernières années avant qu'on soit mobile. Et puis, ben, il y a aussi la famille, on ne veut pas partir non plus trop loin pour revenir régulièrement dans la région pour qu'elle puisse voir ses cousines et ses cousins il y en a certains qui ont le même âge, d'autres un peu plus grands, d'autres un peu plus jeunes. D'accord. Et puis après, là où on sait que ça se passe bien, c'est que chaque fois qu'elle fait un atelier où on l'inscrit, je sais pas moi, des fois des ateliers au musée, des fois où on va au parc ou des choses comme ça, elle n'a pas de difficulté à aller vers les autres enfants. D'accord. Donc c'est D'accord. signe qu'elle est à l'aise dans ses baskets et que ça se passe bien. Donc tant que ça fonctionne comme ça, eh Super. ben, il n'y a aucune raison de changer. C'est vrai, tu as raison. Je vais passer à la question suivante. Quelles sont pour toi les trois routines les plus importantes au quotidien? Parce que c'est vrai que tu as plusieurs casquettes. Tu es maman, tu es blogueuse, tu es du coup enseignante pour ta fille. Comment tu fais pour gérer tout ça? Et si tu pouvais nous partager trois routines qui pour toi sont vraiment essentielles et que tu fais vraiment tous les jours et qui te permettent de garder un cap. Jusqu'à 6 ans, mais ça peut durer encore après. Pour moi, il y a que trois choses essentielles en fait dans les apprentissages. Souvent, on se met la pression en se disant les enfants, il faut qu'ils sachent ceci avant tel âge. S'ils rentrent en CP, qu'ils ne savent pas ça, ça va être compliqué. Pour moi, avant 6 ans, il y a que trois choses importantes. Un, c'est sortir tous les jours D'accord. pour jouer, pour être dans la nature. S'il fait moche, eh ben, on profite d'un moment où il fait gris pour aller en ville et je sais pas moi, aller faire quelques courses mais emmener l'enfant avec nous, etc. Enfin voilà, Janae, elle a été habituée depuis bébé à sortir tous les jours Mhm. et même quand elle avait quelques mois, les jours où il pleuvait vraiment trop et qu'on pouvait pas sortir, eh ben, elle le réclamait quoi. C'était difficile pour elle de rester à la maison toute la journée. D'accord. Donc ça pour moi c'est quelque chose de super important, sortir tous les jours. La deuxième chose, c'est lire tous les jours. Plein d'histoires, des contes, des petites choses rigolotes, voilà, mais lire. Tout Les à fait. gamins adorent ça, qu'on lise avec eux, qu'on lise pour eux, et même quand ils savent lire, et ben, de continuer ça. Donc, Et la troisième ouais. chose, c'est de jouer. D'accord. Toutes sortes de jeux. Pour moi, la base de la relation parent-enfant et de la relation aux apprentissages, c'est ça. De toute façon, on apprend par le jeu, c'est le moyen le plus facile et le plus naturel qu'on ait. Donc si on fait ces trois choses-là, naturellement, l'enfant, il s'ouvre à plein de choses. C'est clair. Naturellement, il va poser des questions. Et naturellement, eh ben, ça va déboucher sur d'autres choses qu'on n'aurait pas soupçonnées Tout à et fait. qui vont faire qu'il va apprendre et qu'on va pouvoir rebondir en disant ah, il s'intéresse à ça, bah, je vais pouvoir lui proposer telle activité, tel jeu, tel truc. Voilà les trois Je choses vais, pour moi les plus importantes. merci, Même si merci elle pour a ces. 6 ans, on continue ça. Il y a d'autres choses qui se rajoutent, mais pour moi, ça reste encore la base. D'accord. Merci pour ces partages. Je vais insister sur la lecture parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que la lecture, c'est un art qui se perd progressivement et je trouve ça très très dommage parce que la lecture ouvre en fait des possibilités absolument incroyables et quand on regarde les personnes qui ont vraiment des résultats exceptionnels dans un domaine ou qui réussissent particulièrement, c'est toujours des lecteurs. Alors Ouais. après, je fais la différence entre la lecture de fiction et la lecture de non-fiction. C'est-à-dire quand c'est un enfant, c'est normal, il lit plutôt des histoires, des contes, etc. Mais c'est une porte d'entrée vers les livres de non-fiction qui, Tout eux, à fait. ouvrent des possibilités infinies
Aujourd'hui, il y a des livres qui nous apprennent énormément de choses qui sont importantes dans la vie. Donc, plus l'enfant apprend tôt à lire, plus ça va augmenter la probabilité qu'à l'adolescence ou après l'adolescence, ils se mettent à lire des livres de non-fiction, c'est-à-dire sur par exemple comment avoir plus confiance en soi, fixer des C'est vrai. objectifs, comment réussir, comment être plus heureux, comment avoir de meilleures relations. Et tout ça, ça se trouve dans les livres. Donc la lecture, pour moi, c'est juste un pilier hyper important. Donc je te rejoins totalement sur ce point-là. Ouais, et puis on le voit assez tôt, hein, parce que bon, Janae, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'elle lit. Et aujourd'hui, quand moi je suis pas disponible ou que son père n'est pas disponible pour une chose, ben, elle va se plonger, elle a des encyclopédies, elle a des atlas, elle a des trucs, elle va se plonger dedans parce qu'elle Génial. sait qu'elle a accès à de l'information, qu'elle n'est pas dépendante des adultes. Bien sûr, elle a que 6 ans, donc il y a plein de choses pour lesquelles elle est encore dépendante de nous, mais elle grandit dans cette connaissance et cette satisfaction de savoir qu'elle a accès à toutes les informations par elle-même. Alors, quand en plus on a l'habitude avec les livres, après, quand elle sera ouverte au monde internet et qu'elle utilisera l'ordinateur, ça va encore plus s'ouvrir le champ des possibles. Mais comme tu dis, ça montre à l'enfant, il prend l'habitude dès tout jeune de savoir que s'il a une problématique, il peut trouver la solution. Tout à fait. Tout simplement. Et que s'il n'a pas la solution autour de lui, bah, il peut trouver des livres ou des bouquins ou des choses qui vont lui donner accès à cette information qui peut résoudre son problème. Exactement, et ça favorise son autonomie dans le sens où il se dit j'ai pas besoin d'attendre qu'un professeur me dise quoi faire, j'ai pas besoin d'attendre que C'est mon ça. parent me dise quoi penser, quoi écrire, quoi faire. Je peux aller directement chercher la solution sur internet, dans des livres, ou en posant la question tout simplement à des adultes qui sont compétents, c'est-à-dire voilà, qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine qui m'intéresse, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ce qui est intéressant, alors nous on peut pas le faire parce que comme on est nomade, c'est compliqué, on va à la médiathèque mais on peut pas emprunter des livres, mais c'est important de mettre l'enfant face à des nouveaux ouvrages pour que justement il puisse s'intéresser à des choses et trouver d'autres choses, parce que s'il a tout le temps les mêmes bouquins, tout le temps les mêmes choses, forcément au bout d'un moment ça resserre la chose, mais au moins là on lui donne des nouveaux plats à manger, à déguster, à goûter pour qu'il puisse ensuite choisir si ça lui plaît ou pas, quoi. Yes. Je vais te demander maintenant quel a été le plus grand challenge dans ta parentalité. Euh, je crois que c'était d'arrêter de faire comme si j'allais trouver, alors pour le coup, comme si j'allais trouver la solution dans les bouquins. D'accord, Parce ok. que quand on est parent, on trouve des choses géniales dans les bouquins, mais ça reste des choses ça reste des faits. Et d'accepter l'idée que tout ce que je connais, ça doit être mis en balance avec ce que j'observe pour pouvoir m'adapter. Et que toute la connaissance du monde ne sert à rien si je n'observe pas ma fille, si je n'observe pas ce qui se passe pour pouvoir m'adapter. Et ça, c'est vrai autant quand on est simplement parent que quand on fait les apprentissages, enfin quand on se charge de l'instruction de son enfant, parce que rien n'est jamais figé et que c'est tellement tout le temps en évolution, autant nous-mêmes que l'enfant, qu'on est tout le temps à essayer de savoir, à essayer de retrouver l'équilibre. Et j'ai appris avec le temps à observer Janae et à voir quand elle est dans une phase où elle est, où en fait je la nourris pas assez, où je ne lui donne pas assez de choses pour lesquelles s'intéresser, pour lesquelles apprendre, ou alors quand je suis pas assez disponible et que du coup elle a besoin de moi et que voilà, et en fait ça va se traduire par des signes qu'au début j'avais du mal à comprendre, mais ça va se traduire par quelque chose qui va se faire, qu'on appelle communément l'insolence. Ça va être des crises de larmes à répétition alors que son quota de sommeil est atteint. Ça va être beaucoup de périodes, enfin des périodes où elle va me coller et elle va pas aller vers les autres alors qu'en temps normal elle est très sociable, etc. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça le challenge le plus important, c'est d'accepter l'idée que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais figé, rien n'est jamais... ouais, c'est tout le temps en reconstruction, tout le temps en rééquilibrage. Et c'est pas grave, c'est pas mal. C'est juste d'accepter ça comme ça et d'être dans l'observation autant de soi-même que de son enfant pour voir quand là on est en train de perdre l'équilibre et qu'il faut trouver autre chose
pour rééquilibrer. C'est d'ailleurs un principe qui est valable, en tout cas moi que j'applique dans toute ma vie, qui peut être utilisé dans tous les domaines de sa vie, c'est ce que j'appelle la flexibilité. C'est-à-dire rester flexible et surtout hyper ouvert d'esprit, c'est-à-dire vraiment radicalement ouvert d'esprit, pour, au lieu de prendre certains savoirs et certains faits pour acquis, constamment les confronter à la réalité. C'est Et ça. observer et constamment réajuster, recalibrer ses actions, ses comportements, ses habitudes pour continuer à avoir des résultats optimum dans le domaine qu'on a choisi. Donc ça peut être la parentalité, mais ça peut être aussi sa carrière, ses relations, dans Tout à fait. tous les domaines qu'on souhaite explorer. Merci beaucoup Anne-Estelle pour tous Je ces t'en prie. partages, c'est très intéressant. Juste avant de passer à mes petites questions, mes fameuses petites questions, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver pour les parents qui souhaitent découvrir d'autres choses sur l'apprentissage, la mémoire et l'instruction à domicile. Alors, il y a plusieurs plateformes. Déjà, il y a YouTube. Hum. Donc, il suffit de taper YouTube Anestel et On, vous on tombez mettra le sur ma lien, chaîne. on mettra le lien de ta chaîne Je YouTube à mettrai la le fin de lien, la vidéo d'accord. et puis Et en dessous. donc, sur YouTube, je partage des vidéos qui ne sont pas sur le blog. En lien avec les apprentissages, j'ai vraiment une playlist sur ça. Et puis, bah, il y a une playlist plus vlog par rapport à notre style de vie en caravane, en famille. Et puis, bien sûr, il y a le blog. Donc, pareil, on met la description pardon, dans la vidéo. Donc, plaisirdapprendre.com, où en principe, je publie au moins un article par semaine. Des fois, c'est plus. Des fois, il y a des périodes un peu plus voilà, où c'est moins. Mais normalement, je suis quand même assez présente. Et je fournis autant des outils qui permettent de mieux comprendre comment on apprend que des outils pour faciliter les apprentissages au quotidien. Donc, c'est à destination des adultes pour aider les enfants, mais c'est aussi à destination des plus grands qui savent déjà lire et qui peuvent directement avoir accès à ces informations, à les mettre en pratique. J'ai des ados, j'ai des personnes, des lycéens qui me suivent pour pouvoir piocher des idées pour faciliter leurs apprentissages pour leurs examens, leur bac, etc. Super. On mettra tous les liens en description. Je vais passer aux petites questions. Alors, si Oui. tu devais changer une chose à l'école traditionnelle, qu'est-ce que ce serait? Ben, en fait, t'en as un peu parlé tout à l'heure. Je me suis dit, il a hacké mon cerveau. C'est le fait d'accepter que chaque enfant est unique. Et d'accepter l'idée, comme tu le disais tout à l'heure, que déjà on a tous un rythme physiologique différent, mais qu'on a tous un cycle au niveau des apprentissages qui est différent, que certaines personnes vont être disponibles pour la lecture, je sais pas moi, vers 4-5 ans, que d'autres ça sera plus vers 8 ans, et que si on force ça, et ben, ça crée des blocages. Alors que si on respecte ce rythme et que l'enfant n'est pas prêt pour la lecture, par exemple, et ben, il est prêt pour d'autres choses, il va prendre énormément d'avance sur autre chose. Accepter ça, accepter aussi l'unicité dans le fait qu'on a tous des dons différents et des façons de fonctionner différentes, des méthodologies différentes. Alors certains enfants arrivent à trouver les mécanismes tout de suite qui fonctionnent, et puis il y en a beaucoup qui galèrent, qui vont être en échec, alors qu'en fait, c'est juste la méthode pour apprendre qui ne fonctionne pas avec eux, parce qu'ils ont une autre façon de fonctionner, de raisonner et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais à l'école, parce que, alors moi, j'étais bonne élève, mais j'étais très vite fatiguée, je perdais très vite ma concentration, j'étais dans mes idées et tout ça. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup bouger. J'ai des problèmes de santé au niveau du dos, etc. J'avais besoin de marcher, de bouger. Rester assis pendant des heures, c'est terrible pour moi. Et ben ça, on ne va pas trouver ça dans beaucoup d'écoles. Il y a des structures, souvent c'est des écoles hors contrat qui proposent aux enfants de pouvoir se mettre dans la position qu'ils veulent pour travailler, mais ce n'est pas la majorité des écoles. Et là aussi, on ne tient pas compte du fait que certains enfants ont besoin de bouger, qu'on n'est pas fait pour rester assis des heures, qu'on peut apprendre en marchant, qu'on peut être tout à fait concentré en étant allongé par terre, en train de faire des exercices de maths, par exemple, ou ce genre de choses. Et voilà, je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est d'accepter. Enfin, il y a beaucoup d'instituts, beaucoup de profs qui le font, mais qui ont peut-être du mal à le mettre en place. Mais il y en a aussi beaucoup qui considèrent que c'est comme ça et pas autrement, et que si tu ne rentres pas dans ça, c'est toi qui as un problème, alors que c'est juste une façon différente d'être, et qu'on est tous différents. Ok. Deuxième question. Alors, si tu devais laisser une dernière leçon, un dernier principe à ta fille, qu'est-ce que ce serait? Ce serait que la
la seule limite qu'elle a, c'est celle qu'elle se fixe elle-même. D'accord. Que ce soit dans les apprentissages, dans les choses qu'elle veut entreprendre, dans ses rêves, dans tout, la seule limite, c'est celle qu'elle se fixera elle-même et qu'elle ne doit pas accepter les limites que les autres lui posent. Elle doit juste accepter ses propres limites physiques, physiologiques et autres et écouter, enfin voilà, de savoir que finalement presque tout est possible. Peut-être que tout n'est pas possible en un claquement de doigts, que des fois ça demande beaucoup de temps de préparation et tout ça. Je te prends simplement l'exemple, nous, notre projet là actuellement, ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus. Le fait de faire l'instruction à la maison, ça s'est mis en place en plusieurs années pour aménager, pour réussir à pouvoir vivre quand même ce projet-là. En caravane, c'est pareil. C'est des choses, à un moment donné, c'est soit on a envie de le faire et on s'en croit capable et on apprend et on fonce, soit on accepte qu'on ne peut pas. Et finalement, c'est pas qu'on peut pas, c'est juste qu'on a accepté cette limite-là. Tout à fait. Si je pouvais transmettre quelque chose à Janae, ce serait ça, ce serait qu'elle peut tout et qu'elle s'arrête pas parce qu'elle n'y arrive pas. Elle pourra y arriver avec de la persévérance, avec d'autres recherches de solutions, de la créativité, etc. Mais que la seule limite réelle, ce sera celle qu'elle se fixe elle-même et pas ce que les autres pourront lui faire croire. Ok, super. Alors la dernière question, c'est une phrase. Si tu pouvais partager une phrase aux parents du monde entier, quelle phrase ce serait? C'est une phrase, alors des citations, j'en ai plein sur le blog, j'en mets tout le temps, enfin dans les mails, quand les personnes sont inscrites à ma liste mail, que j'envoie des articles ou quoi, je suis fan de citations. Mais là, je vais t'en citer une que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et qui n'est pas spécialement liée aux apprentissages, mais que je trouve s'applique totalement. C'est une citation de l'abbé Pierre qui dit « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien ». Alors que ce soit dans la parentalité, que ce soit dans les apprentissages, dans tous les projets, voilà, il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfait. On commence par un pas après l'autre et puis après ça se déroule. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Anne-Estelle. On va mettre tous tes liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne YouTube et à son site. Moi je vous dis rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Pensez à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.